Mesdames, Messieurs, bonjour à vous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Avec vous au quotidien. Alors en ce mois de février, nous nous intéressons aux aléas de la vie. Comprenez ce qui nous arrive et que nous n'avions bien souvent pas prévu, souhaité ni anticipé. Mais des solutions existent, je vous rassure, quand nous sommes confrontés à ces situations. Et c'est justement ce que nous allons voir avec nos invités qui seront donc de bons conseils pour prévenir plutôt que guérir. À nos côtés, donc ce mois-ci, Julie Pommier, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire dans le Morbihan à Surzur. Et en face de vous, nous avons Nicolas Benet, bonjour. Bonjour. Directeur retraite de la CARSAT Bretagne. Julie, je me tourne vers vous pour commencer. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par aléas de la vie, pour être un peu précis ? Alors, les aléas de la vie, ça va être tout ce à quoi on peut être confronté sans y avoir pensé au préalable. C'est d'ailleurs ça la définition exacte de l'aléa. On va y trouver évidemment celui le plus triste qui sera le décès. Celui-ci, on sait qu'il arrivera, mais on ne sait pas à quel moment. Oui. Après, on peut trouver d'autres aléas que sont la séparation, le divorce, et puis encore d'autres types d'aléas que sont la perte de revenus, qui peuvent être... la perte de revenus, elle peut être liée soit à un accident physique, elle peut être liée à un changement d'activité professionnelle, l'arrivée de la retraite, etc. Nicolas Benet, pour rappel, donc la CARSAT, c'est la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. C'est vers vous, finalement, qu'on se tourne quand arrive le moment de la retraite, qui est un sujet extrêmement d'actualité. Oui, c'est vrai. Donc, nous intervenons dans le domaine de la préparation et du versement des pensions de retraite. Et puis, nous avons également deux autres missions parallèlement. L'accompagnement des personnes en situation de fragilité, et notamment les seniors. Oui. Et puis, nous intervenons dans la prévention et la tarification des risques professionnels également. Alors, vieillir n'est pas un aléa, c'est la simple marge de la vie. Somme toute, c'est une période qui est assez particulière, voire parfois délicate. À quels égards ? Alors, le passage à la retraite, déjà, c'est un temps particulier parce qu'on doit passer à un temps différent de celui de l'activité professionnelle et de la vie active. Donc il faut s'y préparer aussi, je dirais, du point de vue personnel et peut-être psychologique, même si c'est un temps qui est intéressant pour soi, pour la famille, aussi pour le secteur associatif, pour faire autre chose. Ouais. Et puis bien évidemment, c'est un moment qui est marqué par l'évolution de ses ressources. Oui. Et à ce sujet, c'est un moment qu'il faut préparer, y compris avec ses caisses de retraite, pour pouvoir anticiper au mieux l'évolution de ses ressources à ce moment-là. Alors, on va parler de cette anticipation parce que c'est aussi la clé. Pour se donner une idée, combien de demandes de pension vous traitez chaque année en Bretagne ? Alors, l'année passée, nous avons traité un peu plus de 40 000 demandes pour des assurés bretons. Et donc, au total, tout confondu entre les demandes de retraite et pensions de réversion, c'est à peu près 50 000 dossiers que nous traitons chaque année pour environ 6 milliards d'euros de prestations versées en région. Les délais de traitement de ces dossiers quand on part à la retraite, c'est quoi Alors, un dossier de retraite, c'est un dossier qui est toujours complexe à analyser puisque on regarde plus de 40 ans d'activité professionnelle pour analyser vos droits. Et de ce fait, les délais moyens sont de 3 mois pour traiter une demande de retraite. Ceci dit, c'est un délai moyen. Vous avez à peu près un tiers des dossiers qui sont traités en moins de 2 mois. Et puis d'autres, parce qu'ils sont un peu plus compliqués, parce qu'il faut solliciter des pièces, vont prendre un peu plus de temps. On a parlé de cette fameuse anticipation quand on arrive quasiment à l'âge de la retraite. Combien de temps avant il faut s'y prendre ? C'est quoi le bon timing ? Alors, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'est jamais trop tard, ou trop tôt plutôt, pardon, pour préparer son départ en retraite. Le lapsus était révélateur. Oui. Ce qu'on recommande en général, c'est de bien s'y préoccuper à partir de 55 ans, notamment faire le point sur sa carrière. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont manquants dans le relevé à disposition des caisses de retraite ? Et puis commencer également à simuler sur les outils qui sont à disposition en ligne le montant de sa prochaine pension. Parce qu'on s'y prend trop tard de manière générale ? Je ne sais pas si on s'y prend trop tard de façon générale, mais on voit bien en tout cas que si on se prépare suffisamment tôt, on appréhende plus sereinement, on va dire, ce moment-là, qui génère toujours un peu d'appréhension de la part des assurés. C'est bien normal, parce qu'ils souhaitent faire les démarches en temps et en heure. Ce que l'on recommande, c'est de déposer son dossier de retraite au moins 6 mois avant
le point de départ en retraite. Et aujourd'hui, c'est à peu près 7 personnes sur 10 qui déposent son dossier dans ces fameux 6 mois. Et c'est 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Comme quoi, les outils mis en place, vous parliez d'outils, sont performants. On peut les citer, ces outils? Oui, tout à fait. On a 36 000 Bretons qui sont, par exemple, adhérents à un service qui s'appelle Mon Agenda Retraite et qui permet en fait à chaque personne qui s'est inscrite de recevoir à échéance régulière des informations utiles pour préparer sa retraite. C'est un service qui marche bien, qui est plébiscité et que je recommande du coup à vos téléspectateurs s'ils sont salariés de droit privé et donc concernés par leur rattachement à la CARSAT. Avant d'arriver à la retraite, Julie Pommier, il s'en passe quand même des choses. Alors pour les notaires, la porte d'entrée de vos études, c'est bien souvent l'achat immobilier. Et c'est là qu'il faut déjà commencer à anticiper certains aléas et notamment celle d'une éventuelle séparation. Oui, par exemple. Alors, avant d'arriver jusqu'à la séparation, bien souvent, l'achat immobilier, c'est un moment heureux. Plutôt festif, oui. Voilà, on essaie, nous, notaires, d'être vigilants sur l'organisation du couple ou en tout cas de la personne qui achète. On pose des questions qui paraissent parfois un peu anodines, mais qui ne le sont pas tant pour arriver à accompagner au mieux nos clients. La première des questions, c'est souvent quelle est l'organisation matrimoniale. Est-ce que le couple est seulement concubin? Est-ce qu'ils ont conclu un Pacs? Est-ce qu'ils sont mariés? Si par bonheur ils sont mariés, on a déjà rempli un certain. Oui, parce que ça cap. sécurise les choses en cas de séparation, effectivement. Exactement, parce que les règles de la séparation sont toutes inscrites dans le Code civil, parce que le mariage assure une protection du conjoint, pas seulement pendant le mariage, mais aussi après la séparation, et puis, in fine, après le décès, mais c'est encore un autre aléa. Donc, on pose ces premières questions. Si on constate qu'il n'y a pas eu d'organisation matrimoniale, on va essayer de comprendre pourquoi et les mener à choisir un régime. Après, donc, parfois, on se confronte à des couples qui ne veulent pas se marier. Donc, on essaie d'aménager par un Pacs, par des testaments aussi pour envisager la suite. Vous l'avez dit aussi, parfois il arrive que l'un des deux conjoints décède et là il faut se prémunir avec un testament cette fois. Alors ça peut être par un testament. Déjà, la première des protections dans le couple, ça va être le mariage, parce que le mariage, dans son régime primaire, la base du mariage, assure déjà des droits au conjoint survivant. C'est la première des protections. Alors on pense au mariage juste par la fête, etc. C'est vrai. Mais ça a une valeur légale. Ça a une sacrée valeur légale, effectivement. Et donc, par le simple fait de s'être marié, on a déjà attribué des droits à son conjoint survivant. Ce qu'on n'a pas forcément automatiquement sans organisation. La preuve, c'est que le Pacs en lui-même ne donne pas de droit aux survivants des deux partenaires. Il faut adjoindre un testament qui n'aura pas toujours la même efficacité que le régime du mariage en lui-même. D'accord, donc Pacs plus testament. Pacs plus testament, c'est la base. Attention, si on a déjà des enfants, le testament ne sera pas toujours aussi efficace que le régime du mariage en lui-même. Nicolas Benet, je vais vous poser une question autour de cette situation qui est la perte d'un conjoint. C'est notamment dans le cas des retraites ce qu'on appelle la pension de reversion. C'est un droit qui existe encore ? Ah oui, tout à fait. Alors, les conditions, en tout cas, pour pouvoir bénéficier de cette pension de réversion, peuvent varier selon votre régime de retraite. Donc, moi, je vais pouvoir expliquer le régime de base des salariés du secteur privé. Pour les assurés qui relèvent de la CARSAT, effectivement, vous pouvez prétendre à cette pension à partir de 55 ans. D'accord. Et vous avez des démarches à entreprendre vis-à-vis de votre caisse de retraite. Et sous condition notamment de ressources, vous pouvez prétendre à une partie de la pension que touchait ou qu'aurait touché votre conjoint décédé. Il faut également savoir qu'il faut avoir été marié. On peut être également conjoint survivant divorcé. Mais par contre, dans les cas de concubinage ou de Pacs, effectivement, ce droit n'est pas possible. Vous le disiez, sous condition de ressources pour la CARSAT, mais il faut faire très attention parce que des régimes de retraite et des complémentaires, il en existe beaucoup en fait en France. Alors voilà, c'est la spécificité de notre pays. Nous avons 42 régimes de retraite et je représente ici le régime de base des salariés de droit privé. Il faut savoir que ces assurés ont également droit à un régime complémentaire. Et il n'est pas rare que, suite par exemple à un refus de notre part
au niveau de la CARSAT parce que l'assuré dépasse les conditions de ressources, l'assuré ne pense pas à réaliser tout de même sa demande auprès de la complémentaire, alors même que cette condition de ressources n'existe pas avec l'Agirc-Arrco. Donc vraiment toujours être attentif à bien se renseigner et pour pouvoir finalement bénéficier de l'ensemble de ses droits. C'est le conseil que je donnerai du coup aux téléspectateurs. Quand on perd son conjoint, on a aussi quelques aides exceptionnelles que vous pouvez attribuer. Est-ce qu'on peut en dire un mot très rapidement ? Oui, tout à fait. Alors, sous condition de ressources, il est possible, dans le cadre de notre politique d'action sociale, de pouvoir accompagner sur des périodes qui sont limitées dans le temps, des personnes qui auraient des besoins particuliers d'aide, d'accompagnement, de soutien, y compris financier. Donc là, il suffit d'en faire la demande auprès de votre caisse de retraite. Très rapidement, Julie, parce qu'on a parlé de ce fameux testament. Quand on n'est ni marié ni pacsé, on peut faire un testament et à destination de qui on souhaite, justement, pour... Alors, quand on n'est ni marié ni pacsé, on peut, d'ailleurs, quoi qu'il en soit, on peut toujours faire un testament. Il faut juste faire attention au régime fiscal du legs que l'on a consenti, puisque si on n'a pas de lien de parenté avec notre testataire... bénéficiaire du testament, eh bien, la fiscalité va être de l'ordre de 60% de ce qui va être donné. Voilà, donc c'est quand même à prendre en compte. Bon, on peut donc donner à qui on veut. Attention, si on a des enfants, on a quand même la réserve héréditaire à respecter. Donc, on ne peut donner qu'une partie de son patrimoine à une autre personne qu'à nos enfants. Alors, on va faire une petite pause dans cette émission pour partir sur le terrain, parce que parmi les aléas de la vie, on peut être confronté à des accidents, au premier sens du terme, accidents de la route, du travail, chute, maladie, des situations qui entraînent parfois des prises en charge médicales importantes sur du plus ou moins long terme. Et nous allons pousser la porte d'un centre de réadaptation médicale. C'est à Roscoff, reportage. Ce matin, la journée de Gilles commence par une séance de kinésithérapeute. Il faut que ça fasse mal pour que ça revienne. En novembre dernier, alors qu'il se lève pour aller au travail, Gilles reste paralysé. Atteint du syndrome de Guillain-Barré, il débute alors un long parcours médical qui le conduit au centre de rééducation de Peraridi à Roscoff. À 58 ans, la vie de ce cuisinier et entraîneur de foot bascule. Et du jour au lendemain, paf, ça tombe dessus. Et tu te demandes qu'est-ce qui t'arrive. On m'a dit que ça serait très long, temps de retrouver tous mes muscles. Et après, peut-être aménager à la maison. J'ai pas de chambre en bas, peut-être faire une chambre en bas. Comme Gilles, ils sont près de 300 patients dans ce centre à réapprendre à vivre après un accident ou une maladie. Plusieurs aides ont été mises en place, comme cette imprimante 3D qui permet au personnel médical de créer des outils adaptés aux besoins de chaque patient. Donc cette aide technique, elle est installée en fait sur la manchette du fauteuil roulant et ça va permettre en fait d'insérer un verre pour que le patient ait à disposition et comme ça il peut boire dès qu'il en a le souhait. Orthophoniste, ergothérapeute ou nutritionniste, le centre est composé de plusieurs services destinés à accompagner le patient à chaque étape de sa rééducation, sur le plan physique mais aussi psychologique. Le travail des psychologues qui est un travail très très important puisqu'ils vont les accompagner dans les différentes étapes d'acceptation du handicap, mais on va aussi avoir des professionnels rééducateurs qui sont formés à accompagner les patients de la reprise des activités simples du quotidien jusqu'à la reprise des activités de loisirs ou activités professionnelles. Des activités sont régulièrement organisées au centre, une manière pour les patients de garder espoir malgré les aléas de la vie. Alors Julie Paumier, il y a un outil qui est peu ou mal connu en cas d'accident de la vie, c'est le mandat de protection future. Est-ce qu'on peut en dire un mot ? Alors, le mandat de protection future, c'est avant même qu'on soit confronté à un accident de la vie. On devrait tous d'ailleurs avoir rédigé notre mandat de protection future. Ça consiste en quoi ? Alors, ce document, il va nous permettre de choisir qui seront les personnes qui vont s'occuper de nos biens ou de notre personne. On peut distinguer les deux aspects lorsque l'on aura perdu notre capacité ou si momentanément on a perdu notre capacité. Donc, ça va être le cas, par exemple, d'un coma. On peut
très bien se trouver en impossibilité de poursuivre nos activités tant personnelles que patrimoniales. Et donc, on va avoir désigné des personnes en qui on a confiance, c'est nous qui les choisissons, qui vont prendre le relais pour nous. Qui peuvent être en dehors de la cellule familiale ? Qui peuvent être exactement en dehors de la cellule familiale, qui ne sont pas forcément des professionnels comme on peut l'avoir dans des régimes de tutelle ou de curatelle. On va vraiment choisir la personne en qui on a confiance. Après, et cette démarche, elle se fait auprès de qui ? Alors, chez votre notaire, bien sûr. Cette démarche, elle se fait chez votre notaire. C'est un acte qu'on rédige en commun. C'est une sorte de broderie parce qu'on choisit exactement qui va s'occuper de quoi et pourquoi et quand. Et cet acte-là ne sera ouvert qu'en cas de perte de capacité. D'accord. C'est un outil qui est très pratique, notamment pour les chefs d'entreprise, puisque les affaires ne permettent pas la latence. On peut pas, il faut agir dans l'urgence. Et du coup, ce mandat de protection future qui peut s'activer tout de suite va permettre à l'entrepreneur de choisir qui va assumer s'il est dans l'incapacité. Ou une associée, quelqu'un de l'entreprise. Ou pire encore, quand l'entrepreneur est seul, il est l'homme clé et s'il n'est plus là, il n'y a plus personne. Donc, il faut qu'il ait organisé ce cas. Mandat de protection future. Et il y a un autre mandat qui s'appelle le mandat à effet posthume. De quoi il retourne là ? Alors, le mandat à effet posthume, ça va être un peu le même schéma, mais dès lors qu'on sera décédé, c'est-à-dire qu'on choisit, alors le chef d'entreprise par exemple, va choisir qui sera la personne qui va gérer le temps de régler la succession, son entreprise. Parce que le règlement de la succession, ça peut prendre plusieurs mois, mois, et l'entreprise ne peut pas attendre que les héritiers puissent prendre le costume. Donc, entre-temps, on a une personne qui va venir prendre le relais. Le mandat de protection, le mandat à effet posthume a un autre intérêt également, c'est notamment pour les parents d'enfants handicapés ou très malades qui peuvent désigner de leur vivant qui va prendre leur relais pour s'occuper de leurs enfants handicapés. Et ça, c'est important effectivement de le signaler. Ce mandat, il est valable ad vitam aeternam ? Exactement, il peut s'ouvrir et se refermer parce qu'on peut avoir des phases temporaires de perte de capacité et puis la retrouver. Donc on ouvre et on referme notre mandat de protection. En cas d'incapacité temporaire ou permanente, on a ce qu'on appelle la pension d'invalidité. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours cours ? Est-ce que la CARSAT s'en occupe ? Alors, la pension d'invalidité, elle est versée par les caisses primaires d'assurance maladie. Toutefois, ce qu'il faut retenir vis-à-vis de la CARSAT, c'est qu'en cas d'événement de la vie, effectivement, qu'il y a une incidence sur l'accès aux soins, sur, des difficultés financières ou en termes d'insertion professionnelle, nous avons un service social qui est du coup à disposition des assurés et qui peut être sollicité pour faire le point à 360 degrés sur votre situation et voir comment on peut vous accompagner et vous aider. Sachant que vous êtes aussi un facilitateur pour formaliser un nouveau projet professionnel quand on ne peut plus poursuivre l'activité qu'on avait comme auparavant. Alors effectivement, nous avons une offre de prévention de la désinsertion professionnelle qui permet d'accompagner des assurés dans un nouveau projet ou dans une réflexion pour aller vers un nouveau type de poste. Ça fait partie des offres que nous proposerons. Il suffit de nous contacter ou d'appeler le 3646 et de dire service social. Ah ben voilà, comme ça on a une information très pratico-pratique. Alors on l'a déjà dit, la retraite c'est une perte de revenus parfois à compenser. Ça peut l'être par un achat immobilier pour faire du locatif. C'est encore intéressant ça, Julie Paumy. Oui, c'est intéressant et c'est intéressant de s'y pencher avant d'arriver à la retraite, d'avoir anticipé éventuellement, si on en a la capacité financière, un achat immobilier qui va être remboursé, on va dire, le temps de notre activité professionnelle pour arriver au moment de la retraite sans échéance d'emprunt encore en cours, avec parfois aussi des dispositifs de défiscalisation que vont être par exemple le Pinel. Ça permet donc de payer ces échéances de prêt tant qu'on travaille, de défiscaliser notre revenu professionnel et puis quand on arrive à la retraite, on touche le loyer du locataire et là pour le coup c'est une aide au quotidien. Un petit mot peut-être sur la revente en viager de son bien immobilier. Ça peut être une vraie solution quand on a des petits revenus à la retraite. Tout à fait, c'est une vraie solution parce que parfois on a eu des petits revenus aussi pendant son activité professionnelle. On n'a pas forcément pu épargner ou cotiser ou acheter un appartement pour le mettre en location. Et notre seule richesse, notre grande richesse, c'est la maison qu'on sait acheter. Et cette maison qui constitue notre richesse, on peut très bien la vendre en viager, ce qui nous permet de rester habité dedans, de toucher une rente, un bouquet qu'on va pouvoir utiliser, et puis une rente qui va nous aider dans le quotidien. Je
pense notamment à des clients qui avaient une petite maison mais un grand jardin. La question se posait de rester dedans parce que ça devenait compliqué d'entretenir le jardin. Eh bien, la vente en viager a permis de recevoir une rente chaque mois qui permet de payer le jardinier. Et là, pour le coup, ça peut se faire même si on a des enfants. Ça ne veut pas dire qu'on les déshérite quelque part. On ne les déshérite pas puisque quand on vend, on touche le bouquet, donc on n'est pas obligé de le dilapider, on peut le garder. Et puis après tout, la richesse qu'on a accumulée sur une vie, c'est aussi pour s'assurer une vieillesse paisible. Donc on ne déshérite pas les enfants. Et puis d'une autre manière, on ne demande pas non plus l'aide aux enfants pour le quotidien. Difficultés financières des personnes âgées, c'est une vraie réalité, Nicolas Benet. Et certains peuvent prétendre à ce qu'on appelle l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA. Ça concerne beaucoup de monde ? Alors aujourd'hui, ça concerne environ 15 000 personnes retraitées en Bretagne. Et c'est une prestation effectivement qui parfois est méconnue. Elle est possible sous conditions de ressources. Il faut avoir au moins 65 ans, résider au moins 6 mois sur le territoire français. Et surtout, il faut en faire la demande, car cette attribution n'est pas automatique. La référence du plafond de ressources pour une personne seule, c'est environ 960 € par mois pour que les téléspectateurs aient une référence. Quand on gagne moins, on peut donc potentiellement prétendre... C'est ça. Et donc, du coup, la CARSAT va vous verser un montant jusqu'à atteindre ce seuil de 960 € si vous êtes une personne seule. Si vous êtes une personne en couple, ce montant sera majoré. Et vous le disiez, elle est peu connue, cette aide, et il y a finalement un taux de recours qui pourrait être amélioré. Oui, tout à fait. Chaque année, nous essayons d'accompagner 800 personnes à peu près que nous identifions comme pouvant bénéficier potentiellement de ce droit, mais qui ne nous ont pas fait la demande. Et donc, ça nous amène à les contacter, notamment par téléphone, par email. Nous leur proposons également des rendez-vous. Et sur ces 800 contacts l'année passée, nous avons réussi à avoir à peu près 150 dépôts de dossiers, parce qu'effectivement, nous sommes allés les informer, chercher quelque part les personnes pour leur expliquer leurs droits potentiels. Et ça fait partie du rôle de la CARSAT, effectivement, dans sa mission de service public, finalement, d'être proactive dans cette démarche. Tout à fait. Nous ne sommes pas qu'un guichet, nous sommes aussi un service public d'accompagnement et de conseil, et nous y tenons fermement. On va poursuivre cette émission avec la chronique Actu, ce mois-ci avec Vincent Lemay. Bonjour Vincent. Bonjour Wally. Alors, on démarre avec une actualité pour les entreprises et leur démarche. La première actualité concernant un guichet unique désormais pour l'ensemble de vos formalités concernant la création d'une entreprise, les modifications de siège social par exemple, d'associés, de gérance, que vous soyez sur une entreprise qui soit libérale, artisanale, une SCI, une SARL, une SAS, peu importe. Vous aurez l'obligation désormais de passer par ce guichet unique qui dépend de l'INPI. Le site a été créé, il s'appelle formalité.entreprise.gouv.fr. Et ça peut faciliter la vie, on le comprend. Alors on en a beaucoup parlé dans les médias, également avec vous au quotidien le mois dernier. Et c'est une bonne nouvelle qu'on rappelle, le taux du livret A a donc été augmenté. Bonne nouvelle, le livret A augmente à 3% depuis le 1er février 2023. C'est le corollaire en fait de l'inflation actuelle. Donc petit rappel quand même, ça fait 15 ans que le taux de livret A n'a pas été aussi élevé. Il y a eu des augmentations au 1er février 2022. On avait déjà 1% d'augmentation. Et puis également, en août 2022, on était passé à 2%, désormais c'est 3%, depuis le 1er février 2023. Voilà, on rappelle que le livret A finance le logement social. Juste une petite précision, donc on est sur un plafonnement quand même du livret A, on est à 22 950 €, ce qui représente en intérêt à l'année 688,50 € exactement. Et c'est pas négligeable. Alors pour terminer, vous nous parlez de ces nouvelles mesures pour réduire les délais de délivrance des passeports et des cartes nationales d'identité. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet, nous sommes tous confrontés à cette problématique temporelle de renouvellement de nos pièces d'identité, donc carte d'identité ou passeport. Donc il y a effectivement une problématique de guichet unique, il y a une problématique gouvernementale et la ministre s'en est préoccupée. Il y a 500 nouveaux guichets de recueil qui vont être créés partout en France pour installer des nouveaux créneaux de rendez-vous. Merci beaucoup Vincent Lemay. On se retrouve donc le mois prochain pour de nouvelles actus. Julie Pommier, pour terminer très rapidement, planifier sa succession, ça fait aussi partie de cette anticipation des aléas finalement.
Tout à fait. Il y a quatre idées à retenir. D'une, s'assurer des droits du conjoint survivant, lui maintenir son logement, son économie et son revenu. Donner à ses enfants de son vivant pour éviter une trop grosse fiscalité au décès et donc liquider tout ce qu'on avait sur les comptes bancaires pour payer ses taxes. Placer en assurance vie, ça permet d'avoir un capital pour amortir les premiers temps après le décès. Éventuellement penser à un contrat obsèques pour payer les frais obsèques. Merci beaucoup Julie Pommier, merci Nicolas Benet. On a compris que la CARSAT, on pouvait s'y adresser, que ce soit en ligne ou par téléphone, pour avoir des informations fiables et précises sur sa situation. Merci à tous les deux. On se retrouve le mois prochain autour d'une nouvelle thématique. À très bientôt.